Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse principalement de price action. On va également se poser pas mal de questions sur la liquidité et pas de news majeure. On est donc le 4 juillet, donc c'est férié au niveau des marchés aux États-Unis actuellement, donc pas grand-chose à dire de ce côté-là. Toujours est-il que en daily, vous voyez bien que le Bitcoin est en train de potentiellement s'affranchir de la résistance des 31 000 $. Si jamais on clôture la journée ici, on pourrait rajouter, enfin même on pourrait remonter cette daily ici, pour le moment, vous le voyez, échec sur la journée pour le faire là, échec ici, échec là à nouveau, ici on remonte, on redécale, on fait la clôture d'hier soir au-dessus de ce niveau daily, et là actuellement, si on arrive à clôturer la journée au-dessus des 31 000 $, admettons, et bien à ce moment-là, on aura effectivement une cassure de ce niveau-là. On peut le voir également sur le 4 heures, où le niveau est à peu près similaire, vous voyez, je vous avais mis ce niveau-là, qu'on n'arrive désormais pas à passer, et pour le moment ce niveau a été clôturé en 4 heures, donc ça c'est relativement important. Ce qu'on peut voir aussi, et du coup je vais passer sur l'analyse sur Bybit, donc les perps directement, où je vous sors du coup la charte un petit peu simplifiée, c'est tout simplement la zone de range un petit peu actuelle. On a ce niveau-là ici qui n'arrive pas à percer en 4 heures, qui est autour des 31 000 $ également. On a ce niveau daily qui désormais pour le coup est passé, donc on peut ici le tenir. On a cette petite 4 heures ici qui a été perdue, donc celle-ci on peut l'enlever. On a cette 4 heures à long terme, vous le voyez ici, qui est perdue également. On va aller regarder si elle est perdue aussi en daily. Et on a cette 4 heures qui désormais semble s'aplatir, c'est-à-dire que ça, entre guillemets, ça sous-entend peut-être plutôt que on va un petit peu calmer le mouvement au niveau de sa pente, et peut-être potentiellement, vous le voyez, le point pivot, il est quelque part par ici. Revenir retester à nouveau les 30 000 $, c'est peut-être une possibilité. On va aller voir sur la liquidité si ça a du sens, mais pour le moment, en tout cas pour moi, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est les premières bougies 4 heures qu'on arrive à faire au-delà de ce niveau, et ça c'est extrêmement encourageant. On pourrait à ce stade revenir tester la trend en 4 heures avec une mèche, donc du coup ne pas nécessairement perdre ce niveau, mais en tout cas venir le retester. Je parle ici des 30 700, tant qu'on ne perd pas effectivement cette 4 heures, pas forcément d'idée de retour en bas de range pour le moment. Pour le moment, il se peut également que cette sortie de range ici soit un fake out, c'est-à-dire que pour le coup, si on perd la 4 heures, on aura la réponse ici aux 30 700 $, comme quoi on a probablement un retour qui est en train de se formaliser sur la zone des 30 000. Donc ça dépend ici si vous êtes à l'aise pour trader les ranges ou si vous êtes à l'aise pour trader les cassures, et bien évidemment de quelle sera votre direction privilégiée à ce stade. En tout cas sur les perps, c'est assez on va dire encourageant que de voir ici par exemple ce genre de structure où on enfonce, on vient chercher sous la structure, ici sous ce point là, donc on a nettoyé tous les longs qui se trouvent dans cette zone là. Malheureusement on réaccumule du long sur cette structure parce que c'est une structure haussière, donc c'est relativement normal, mais par contre on a des bonnes chances d'aller chercher au-delà des 31,4 les shorts qui se trouvent au-dessus de la structure ici. Ici on avait nettoyé tous les shorts qui s'étaient trouvés là, vous l'aurez compris. On a refusé d'aller visiter ce point-là, donc on a réaccumulé ici un point de short qui vient d'être pris, c'est pour ça que le prix temporise un petit peu. Donc à ce stade, c'est quel est le sentiment? Est-ce que le sentiment est plutôt shorter, ce qui nous donnerait effectivement d'abord un nettoyage des longs à minima jusqu'à ce point-là, sans nécessairement venir prendre les longs jusqu'en bas, et ensuite on continue, ou alors est-ce qu'on a trop de longs? Donc c'est ce qu'on va regarder sur la liquidité, auquel cas du coup on privilégiera plutôt un retour en bas de range. Ensuite, sur Ethereum BTC, on est toujours ici dans une zone, dans une structure qui pour moi est haussière, vous le voyez ici. Ici on a perdu un creux, mais c'est pas tellement un problème de venir faire cette mèche. Vous voyez qu'on a nettoyé à peu près la moitié du mouvement, si on regarde 50% de ça est égal à peu près à 50% de ça, donc en somme c'est plutôt sain. Si on arrive à ici reprendre le point des 0,64, on continuera sur une tendance haussière, et vous vous rappelez ici que pour l'instant nous on privilégie éventuellement un retest de la zone supérieure. En tout cas en 4 heures c'est également plutôt encourageant en ce qui concerne une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Idem au niveau de la trend ici de dominance, où on a désormais un Ethereum autour des 20,01.
Et sur Ethereum USDT, bah, même chose, on a toujours cette structure, cette 1 heure là est perdue, donc on va pouvoir l'effacer. Et pour le moment, on n'avait pas forcément mis en avant, on avait mis en avant le fait que cette 4 heures ici a été pétée, donc ça c'est une bonne chose. La structure ici est plutôt bullish, hein. Je vous rappelle que un canal descendant comme ça, c'est quelque chose de relativement bullish. Comment on se construit dès lors? Bah, vous voyez qu'on est peut-être sur un élargissement. Si jamais on était sur un élargissement, on pourrait compter que ça c'est une 1, une 2, une 3, une 4, et là on est en train de faire une 5, donc peut-être eh bien atteindre cette target ici qui est à ce stade pour le moment sur ce mouvement-là, hein, j'entends. Après il y aura la suite, on ne sait pas ce qu'est la suite nécessairement pour le moment, mais peut-être aller toucher les 2000 $ sur ce mouvement-là. Je pense que les 2000 $ sont plus ou moins une forme de formalité. Si jamais on devait placer la 4 heures, vous voyez qu'on est au contact, on met toujours les 4 heures d'accumulation d'une bougie d'accumulation à une bougie d'accumulation, vous voyez qu'on est sur la bonne time frame, c'est-à-dire 4 heures. Pour le moment on est au contact, si jamais on tient cette 4 heures, c'est bon signe. Personnellement, je pense ici, et vous voyez que c'est souvent le cas, comment vous expliquer ça? Ici, par exemple, vous avez un niveau qui a été créé par ce dernier plus haut. En général, on aime bien ici, et c'est parfois le cas, venir retester eh bien, le bottom précédent avant de repartir. Donc à ce stade, ici, on a peut-être un niveau qui peut tenir autour des 1947. Pour moi, c'est important. On s'est affranchi de la 1920. Je crois que c'est le cas en daily. Oui, on a fait une bougie au-dessus de la 1920 en daily. Donc c'est extrêmement encourageant pour donner éventuellement libre cours à cette épaule, tête-épaule inversée, qui, je le rappelle, a une target autour de 2300 $. Donc on a cette 4 heures, etc. Qu'est-ce qu'on a en face? En face, on avait une daily qui était celle-ci, qui est celle d'un biseau descendant qui a été cassé, d'accord? Donc ce biseau descendant a breaké, il a cassé, on l'a même retesté, et là à ce stade on est éventuellement en train d'aller à la target de ce biseau qui elle pour le coup est à 2141 $, mais ça on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut aller voir le Total 3. Total 3 qui pour le moment s'affranchit eh bien de la ligne de coup de ce double top qui est ici. Donc pour le moment c'est très bon au niveau du Total 3. Par contre attention dans la zone puisqu'on est sur, vous le voyez ici, une zone qui est en train de qui généralement rejette, on va dire, ou en tout cas qui a déjà rejeté par 2 fois. Est-ce qu'elle va rejeter à nouveau? Est-ce qu'on va au retest ici des 320 milliards pour ensuite trouver une direction? Ça a du sens, ça a du sens. Pourquoi? Parce qu'on a aussi ici, je pense que c'est une daily, je sais plus ce que j'avais mis, ou non c'est pas une daily mais c'est peut-être une 4 heures, et bien qui serait retesté par la même occasion, c'est-à-dire sous-entendu revenir éventuellement retester les 330 pour remonter. Donc peut-être une petite correction sur les alts. Comprenez bien ici qu'on parle pas d'une grosse correction, on parle d'une correction qui est tout à fait normale pour le moment, à savoir quelque chose comme depuis le prix actuel de 68%, donc peut-être une ou deux mauvaises journées où les alts diminuent un petit peu. On va voir ici comment ça se passe de ce côté-là. Si jamais on venait à breaker cette structure-là, vous comprenez qu'on est là également en daily. Si jamais j'essaye de mettre quelque chose de cohérent ici au niveau de la ligne base de cette correction, on va dire. Alors on n'a rien qui s'aligne vraiment proprement, si ce n'est des mèches ici. Voilà, on a peut-être quelque chose ici d'assez cohérent. Ça serait un élargissement descendant. En tout cas, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que celle-ci désormais est cassée ici, d'accord, celle-ci en daily elle est cassée, et si on avait un élargissement ça nous donnerait une target beaucoup plus haussière. Je pense pas que ça soit le cas, sincèrement. Je pense qu'il y aura à un moment donné sur les alts un petit rejet. Maintenant on va voir ce que ça dit, et en tout cas on avait ici dit attention dans la zone parce qu'on avait eu ce double top là et qu'il avait cassé. Je vous rappelle que sur un double top on est à peu près à 40% de target atteinte, excusez-moi. Donc 40% des double tops qui atteignent leur target, ça aurait bien matché avec le bas de ce biseau là, vous le voyez, pour revenir retester à nouveau cette trend historique, hein, puisqu'on parle d'une trend qui tient maintenant depuis 2021, mais ça n'a pas été le cas. On va voir ce que ça dit ici, on va peut-être ici au retest de la trend supérieure, la verte. On va voir ce que ça dit de ce côté-là, mais encore une fois, on en a déjà parlé sur la chaîne, donc je voudrais pas être extrêmement redondant là-dessus. En tout cas, c'est encourageant ici d'avoir pété cette résistance-là. Vous voyez ici qu'on n'avait pas réussi à la passer pendant plusieurs jours, et là, on est en train éventuellement de s'en affranchir. Donc, ça serait plutôt une bonne chose que de le faire. On va ensuite aller voir la stablecoin dominance.
sur cette chart-ci. Alors la stablecoin dominance, vous le savez, c'est l'indice du cash en crypto. Pour le moment, on a une descente qui est tout à fait parallèle, extrêmement jolie. Peut-être pour venir revisiter éventuellement le bas du canal, c'est pareil, c'est quelque chose dont on a pas mal parlé sur la chaîne, donc je voudrais pas être redondant. On va juste aller voir les structures dans les plus petites time frames. Qu'est-ce que nous dit la stablecoin dominance à ce stade? Eh bien, on a ici peut-être une structure de retournement, donc attention à ça. Cette petite structure ici, vous le voyez en 1 heure. Pour le moment, ça vient se casser les genoux, se casser un petit peu ça vient pas concrétiser, on va dire, ce niveau-là. Je pense que la target du double bottom est quasi atteinte. Enfin, on aurait pu aller ici un petit peu plus haut. Et pour le moment, la structure est toujours baissière là-dessus. Donc, on espère que cette petite structure haussière ici en 1 heure, eh bien, va se retourner pour retourner à nouveau plus bas. Attention, dans la zone ici également, quand on regarde la stablecoin dominance, pourquoi? D'abord, c'est très bull ici d'avoir ce bear flag, qui est comme ceci. D'accord, c'est un petit peu le bull flag qu'on pourrait même identifier sur Bitcoin. Ici, on enfonce, on reteste un petit peu plus bas et on continue à resuivre une logique baissière dorénavant. On ne veut pas que la structure en 1 heure vienne retourner la structure en 4 heures qui, elle, est baissière sur la stablecoin dominance. En ce qui concerne la journée d'hier, on a eu une très belle journée sur Grayscale BTC et c'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que Grayscale BTC est une ouverture pour les gros, les institutionnels, pour venir éventuellement investir sur le Bitcoin. Vous ne voulez pas ici acheter du Bitcoin directement. Si vous êtes une institution, vous devez utiliser des vecteurs pour le faire. Les vecteurs pour le faire, quels sont-ils? C'est le IBLC, donc l'ETF, c'est pas un ETF Bitcoin, mais l'ETF de BlackRock pour pouvoir investir sur des projets comme Coinbase, Nvidia, etc. Et là, vous voyez ici que celui-ci a pris 6%. Et vous voyez également que le GBTC a cassé une résistance, qui ici bloquait le prix dans la zone. Résistance qu'on pourrait identifier comme étant le pic qui est ici, en tout cas cette zone de valeur ici où il y avait eu pas mal de business qui semblait bloquer le prix à ce stade. Vous voyez que ici on rebondit et on traverse du côté du Grayscale BTC. Le Grayscale BTC a une forme de premium, c'est-à-dire que en ce moment il y a un trade à faire qui est assez intéressant et qui est de dire bon, je vais prendre du Grayscale BTC tout simplement parce que ça voudrait dire, si jamais le Grayscale BTC est transformé en ETF spot, ça voudrait dire en fait finalement avoir des droits sur du Bitcoin papier, mais du Bitcoin quand même à moins 27% à l'heure actuelle. Vous le voyez ici par exemple, si à un moment donné ETH était transformé en ETF spot, et ben on aurait un discount de 46%. Donc ça, c'est des vrais droits sur du vrai BTC. Grayscale possède effectivement 625 700 bitcoins. Et en ce moment, il y a pas mal de monde qui essaye de faire ce trade, de se dire, de toute façon, imaginons que le Bitcoin baisse de 30%, si jamais à un moment donné, je me couvre avec ce risque en allant plutôt sur Grayscale BTC que sur autre chose. Suffisamment intéressant également pour le dire, on a ici pas mal d'actions en ce qui concerne les actions qu'on regarde assez souvent, c'est-à-dire MicroStrategy qui a pris 10% hier, Marathon qui a pris 10% hier également, et l'action Coinbase qui a pris 11% hier. Donc il y a un vrai run en ce moment des institutionnels sur BTC. Ils ne veulent pas directement investir sur BTC, ou s'ils le font, ils peuvent le faire par exemple de gré à gré, over the counter, OTC, c'est-à-dire en ne passant pas par les exchanges, donc ça n'aura pas d'impact sur le prix, mais on voit ici des adresses qui en ce moment sont plutôt à l'accumulation, et on voit en tout cas en ce moment un trade, vous le voyez, Riot plus 12%. Encore une fois, MicroStrategy, Mara et Riot, ce sont des mineurs. MicroStrategy, ce sont des holders de Bitcoin. C'est une société de software qui est tenue par Michael Saylor et qui achète à tour de bras du Bitcoin. Coinbase, bien évidemment, plutôt bon pour eux, puisque visiblement, ils ont été nommés pour être ceux qui vont être à la fois le custodian et à la fois le surveillance agreement de l'ETF BlackRock, Fidelity, mais également ARK Invest.
Donc du coup, ça serait plutôt bon pour eux, bien évidemment, ça veut dire du business dans le futur, et on avait peu de doute ici que ça allait être le cas pour eux, donc du coup, un très bon trade ici qui était à venir prendre éventuellement sur l'action Coinbase. Ensuite, on passe ici sur Wall Street Journal, il n'y a pas grand-chose d'intéressant au niveau de la crypto. Ici, on reparle de Grayscale avec les frères Gemini, enfin les frères Winklevoss, qui sont les boss de Gemini, et qui, eux, disent qu'ils font une offre à Genesis qui elle-même appartient à Digital Currency Group, qui est également le groupe qui détient Grayscale, en la personne de Barry Silbert, qui est le boss, on va dire, de tout ce groupe-là. Et ici, ils disent, bah écoute, on va te faire une offre finale, puisque Genesis avait perdu beaucoup d'argent sur notamment, pas seulement FTX, mais d'autres, ils avaient renfloué pas mal de problèmes au niveau de la chute, et ici, ils ont dit, à un moment donné, et en fait, ils étaient les sous-traitants pour toute la partie earning stacking, on va dire, de staking de Gemini, qui est un exchange, et les frères Winklevoss, donc Digital Currency Group, doit à Gemini 1,5 milliard de dollars, et pour le moment, ils ont coupé le système de cette firme qui s'appelle encore une fois Genesis et qui s'occupait du earning pour beaucoup d'institutionnels, dont Gemini. Donc les frères Winklevoss ici font une dernière offre à Barry Silbert par rapport à cette possibilité de les rembourser tout de suite. Les frères Gemini, ils sont multimilliardaires. Ils pourraient très bien prendre ici sur leur ponction, mais ils veulent pas le faire. Hein. C'est relativement normal. C'est comme ça qu'on devient milliardaire, c'est en lâchant rien. Mais ils ont largement l'argent pour rembourser leurs clients. Mais ici, ça n'est pas, bien évidemment, à l'ordre du jour. Maintenant, un anti-Bitcoin qui arrive à la tête de la Banque centrale de Chine. Et oui, effectivement, en m'étant un petit peu renseigné sur ce monsieur dont j'ai Pan Gongshong, eh bien, c'est effectivement une personne qui est relativement contre le Bitcoin et qui arrive à la tête de la Banque centrale chinoise. On va voir si c'est le cas. On a vu une très grosse ouverture dernièrement de la Chine, notamment via son hub crypto qui est Hong Kong, vers la crypto et vers donc du coup cette possibilité de finalement là où ça avait été quelque part un peu banni en Chine, notamment ça avait commencé en 2013-2014 et puis ensuite il y a eu le fait qu'on ait banni le mining et toutes ces choses-là. Il y a eu de la part de la Chine vraiment un mouvement qui était ici totalement anti-crypto et ici on voit un retour ces derniers temps quand même via leur hub de Hong Kong, la HSBC qui propose des cryptos, etc. et beaucoup de choses qui sont positives. La nomination donc de Pan Gongsheng n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, il faut bien le comprendre ici puisque c'est quelqu'un qui pense que Bitcoin est une bulle, etc. Donc on va voir ici ce que ça dit. Est-ce qu'ils vont juste restreindre à Hong Kong? Est-ce qu'ils vont utiliser Hong Kong uniquement comme un hub? Comment ça va se passer de ce côté-là? Est-ce qu'il y aura effectivement continuation de ce ban? On voyait la Chine qui s'ouvrait, on était assez porté en ce moment par l'ouverture de liquidités en Chine, puisque la Chine, je vous le rappelle, est en ce moment en période de baisse de taux d'intérêt et plutôt d'essayer de relancer et d'évaluer au maximum le yuan pour tout simplement relancer ses exportations, relancer son économie. On va voir ici eh bien ce qu'il en est et quelles vont être les déclarations de ce monsieur au niveau de la Banque centrale. En même temps, je vous parle, je passe un petit peu sur les news et voilà, on n'a pas grand chose ici d'extrêmement intéressant. Ça, c'est plutôt intéressant également, ça concerne la Chine et l'Europe en grande partie, je crois. Et il me semble que ça concerne les États-Unis aussi. Globalement, la Chine qui dit bon, vous nous avez mis des sanctions sur les semi-conducteurs, donc du coup on va se démerder, on va le faire nous-mêmes, etc. Mais nous, à ce moment-là, on va ici mettre des sanctions sur le germanium et le gallium. Le germanium et le gallium, eh bien, ce sont des très gros assets. Vous le voyez, ils sont producteurs de 60% du germanium et du gallium dans le monde. Ça peut vraiment provoquer un énorme goulot d'étranglement. Donc il y a un impact politique à cette mesure qui est de dire, vous, encore une fois, vous avez, ce sont deux métaux clés pour pouvoir faire des semi-conducteurs. Chez nous, vous ne voulez pas qu'on importe les machines-outils ainsi que toute la technologie pour faire des semi-conducteurs directement chez nous. Nous, à ce moment-là, je vois pas pourquoi on vous fournirait ces deux métaux. Donc, du coup, ça va ici poser des questions, encore une fois, sur la mondialisation. Le calendrier économique de la semaine, on l'a déjà fait. On aura principalement vendredi les chiffres du chômage. Et demain, on aura les minutes de la Fed et jeudi, on aura le rapport ADP qui a
qui tient également sur les chiffres du chômage. Aujourd'hui, vous le voyez, tous les marchés sont fermés. On est le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance aux États-Unis. Mais demain, comptez bien ici lire les minutes de la Fed et voir ce qu'il en dit. On pourra ici avoir une petite idée de ce que veut faire Powell prochainement, ou en tout cas de ce que le board de la Fed a comme intention. Et ici, bien entendu, les chiffres de l'emploi qui seront déterminants pour éventuellement les taux d'intérêt futurs et toutes ces choses-là. Et derrière, on n'a pas grand-chose sur le Wall Street Journal. J'en profite pour vous dire de mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications, mais le pouce bleu, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il faut rendre aux créateurs de contenu, et surtout dans une période compliquée en ce moment en ce qui concerne eh bien, surtout on va dire tout ce qui est créateur de contenu au niveau crypto. C'est une période un peu complexe parce que du coup, on doit revoir tous nos modèles économiques, et moi, du coup, personnellement, ma chaîne n'en a pas du coup en ce moment, mais du coup, n'hésitez pas ici à mettre un pouce bleu. C'est vraiment ici la juste rétribution du temps passé pour vous faire ces vidéos. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est que si vous avez dans l'intention de vous inscrire sur des exchanges ou ce genre de choses, ceci n'est pas une publicité, mais vous pouvez aider la chaîne en passant par les liens d'affiliation. Et ceux-là ne changeront pas grand-chose pour vous si ce n'est une réduction des frais de trading, et vous permettra bien évidemment d'avoir de soutenir la chaîne par ailleurs. On a liquidé hier, donc là on passe aux liquidations, 58 millions de dollars, donc une journée plutôt normale. 58 millions, c'est une journée vraiment de base. La moitié sur Bitcoin, Ethereum, et ça c'est plutôt normal, et 2 fois plus sur Bitcoin que sur Ethereum, et ça c'est plutôt normal également. Donc ici vous le voyez sur les coins un petit peu du moment, vous le voyez qu'on a Bitcoin Cash et Litecoin qui ont une price action relativement excitée un peu dernièrement. On a un petit peu de Matic, un peu de Dodge, Philcoin également qui a bien poussé ces derniers jours, et puis le Aptos. On a liquidé principalement du short et un petit peu de long sur OKEx et Bybit. Le carnet d'ordre, donc quels sont les actes de vente et d'achat sur le spot? Vous voyez qu'on n'a pas grand chose ici avant les 31 500 dollars, à peu près 300 bitcoins qui sont positionnés à la vente, et on n'a pas grand chose ici vers le bas avant les 30 500 dollars avec assez peu de bitcoins, on va dire 300 bitcoins également qui sont à peu près positionnés entre les 30 500 et les 30 600, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Les marchés en levier, alors je sais pas pourquoi Coinalysis n'a pas sauvé depuis que j'ai fait les vidéos le 30 juin, mais c'est pas grave. Ce niveau est resté intact, ce niveau a été pris, celui-ci également. On va juste refaire un petit peu l'idée. Là on a toujours ce niveau, vous voyez, qui est assez conséquent puisque du coup le prix a poussé fort. On a quand même eu une augmentation du funding, mais on avait noté ici que ce niveau était éventuellement à prendre. Derrière j'ai une grosse latéralisation du prix, c'était le week-end, avec une latéralisation du funding, donc pas beaucoup de prise de position. Ici j'avais du short, vous le voyez, puisque le prix est à plat et le funding descend. Ici j'avais un petit peu de long, donc on peut considérer que même si le prix a augmenté, il y a peut-être un tout petit peu de long, notamment sur cette zone-là. Donc ça c'est des longueurs, éventuellement des stops à venir prendre dans cette zone. Ensuite on a un gros niveau de short ici, vous voyez que le funding descend extrêmement vite alors qu'on a plutôt une latéralisation du prix. Du long également ici, donc on peut considérer que ce niveau il est quand même quelque part plutôt par là. Une partie a été nettoyée, si on prend ici le niveau là, vous voyez que une toute petite partie, puisque en fait ce niveau-là considère que tout ça c'est une montée de longue, il y a une petite partie qui a été nettoyée, et puis derrière j'augmente en prix mais je descends en funding. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le top est shorté, donc effectivement ce top au 31,4, 31,3 qu'on a fait sur Binance est pour le coup un petit peu shorté, donc ça peut nous dire qu'effectivement on va revenir visiter les 31,4 sous peu sur Bitcoin. Et puis derrière j'ai une descente du prix mais le funding continue à augmenter, ça nous a donné un peu de long sur ce mouvement là qui a été revisité ensuite, et derrière on peut estimer quand même qu'il y a pour moi un petit niveau à venir prendre sur cette zone là. Donc voilà pour ce qui concerne Bitcoin. On va désormais aller voir Ethereum. Si j'arrive à écrire. Alors, Ethereum, USDT, j'espère qu'il a sauvé pour le coup la vidéo d'hier. Oui, c'est le cas, je pense. Oui, 3 juillet, donc ça c'est bon. Pour le coup, j'avais dû oublier de sauver. Vous voyez que les deux niveaux ont été visités, les deux niveaux, on va dire, instant qu'on avait mis en place hier. Comment on s'est positionné depuis? Descente du prix avec descente du funding, jusque-là tout est normal. Ici, j'ai un funding qui latéralise alors que le prix augmente, donc il y a un niveau de short à venir prendre là. Ensuite, ça latéralise également alors que le prix descend, donc on a
avait un niveau de long à venir prendre ici. On va quand même le noter ici, comme ça. Et je pense qu'il va décaler derrière. Derrière, bon, ça suit, hein, donc ici, aucun problème. Là, il y a pas mal de shorts, enfin, il y a un petit peu de shorts, mais il y a quand même une descente de prix, donc on peut pas forcément dire que c'était incroyable. Vous voyez que c'est vraiment logique qu'on soit revenu visiter ce niveau de prix. Donc malheureusement, ici, on a des niveaux de price action, même si là, on n'est pas au top, mais on a des niveaux de price action qui sont relativement cohérents. Ce qu'on peut voir ici, éventuellement, c'est que le short, là, avait commencé à peu près dans cette zone. Vous le voyez ici, très grosse baisse du funding, donc on a probablement un très gros short qui s'ouvre ici, et derrière c'est ce qu'on est en train de revisiter à ce stade. Est-ce que le top est shorté ou pas? Après, bon, oui, oui, il y a peut-être un niveau ici qu'on pourrait mettre en short sur le niveau actuel, mais on va le mettre en trétillé parce que c'est pas incroyable. Donc voilà nos deux niveaux pour demain, 1974, 1945 sur Ethereum. Pas d'énorme augmentation de l'open interest, ça veut dire qu'il y a du monde qui a pris profit également. Intéressant qu'on soit venu dans le funding négatif, ça veut dire que la moitié du marché à ce moment-là, ici, a été en short, donc ça nous en dit sur le sentiment également. Si jamais on revient ici à 1950, on aura des bonnes chances d'être shorté, et cette structure aura des bonnes chances de casser en haut. Sous-entendu, ici on accumule des stops de shorters, alors on n'en a pas là malheureusement, enfin en tout cas c'est pas flagrant, mais on en a ici, et sous-entendu ça pourrait nous dire quelque chose comme ça, voilà, pour demain. Voilà un petit peu l'idée. Ici, vous comprenez qu'on est en 5 minutes, donc on est vraiment sur voilà, cette idée éventuelle de scalping. Là où c'est propre aussi, c'est que vous le voyez, je vous avais mis cette borne des 4 milliards sur Ethereum, où en général on vient déleverager. On l'a touché et on est venu déleverager ici vers le bas. Donc ça c'est intéressant, si on revient la visiter, on pourrait redéleverager à nouveau, donc enlever du levier, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Sur Ether, en ce qui concerne les poches de liquidité, sur Bitcoin... Sur Bitcoin, eh ben, on est repassé en delta positif, c'est-à-dire sur les 5 derniers jours, plus de longueur que de shorter, tout simplement parce que la price action nous a aidé à le faire. Ça ne veut pas dire que d'ici, au niveau sentiment, on a eu plus de longueur. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on voit une zone un peu orangée ici, qui a déjà bien été mangée. Vous voyez que tous les longs qui sont rentrés sur ce mouvement-là, désormais, ont été sortis. En tout cas, s'ils sont en niveau x100. Et puis, on a désormais 6,31 milliards sous les pieds, en position leveragée sur les 5 derniers jours. On a également pas mal liquidé du long, mais vous voyez ici qu'il y a une zone vert foncé qui pourrait éventuellement être autour des 31,4 à ce stade pour nous aider à pousser un petit peu en haut. En ce qui concerne Ether, sur les 5 derniers jours, pour le coup, on a accumulé de plus en plus de leviers. Vous le voyez ici, les 3 paliers avec la hausse du prix d'Ethereum. Et en l'occurrence ici, attention, puisqu'on est à 5 milliards désormais en position leveragée sous les pieds. Est-ce que ces mecs-là ont pris profit ou pas? Ça peut nous dire que oui, cette idée que d'une certaine manière, le funding n'est pas parti dans des zones telles que les 1,15 ou etc. Vous voyez ici que sur la structure, il y a un reset du funding. Ça veut dire tout simplement qu'il y a du short qui est venu, mais ça veut dire aussi qu'il y a du long qui a pris profit. Ici, on a de la valeur, on comprend qu'on a de la valeur résiduelle. Si jamais je viens à fermer un short, eh bien je vais faire bien évidemment augmenter le funding. C'est ça aussi qui augmente le funding. Donc le fait que Ethereum soit venu ici faire un petit tour dans sa zone négative de funding est plutôt encourageant à se dire que c'est pas forcément intelligent de regarder ici que le delta des shorters, puisque je le rappelle, iBlock ici n'a pas cette information-là des fermetures, et nous-mêmes nous ne l'avons pas. Il n'y a que le funding qui vous donne cette information. Sur les 12 dernières heures sur Bitcoin, eh bien, on a eu plutôt du short. Vous le voyez, la zone jaune, elle est plutôt au-dessus. Donc ça, c'est plutôt haussier. Sur la 7 jours sur Bitcoin, vous voyez qu'on a très fortement depuis hier jauni dans la zone ici. Donc du coup, il y a beaucoup de monde qui vient shorter les 31,4. Ça peut être intéressant pour le prix de venir les dépasser et venir faire un up autour des 32. On a plus de monde maintenant sur la 7 jours au-dessus ici qu'en dessous des 29. Ça peut être intéressant de pousser un peu plus loin, et personnellement, c'est l'analyse personnelle que j'en ai. Sur la 1 mois, on fait un point de temps en temps, et vous voyez que c'est un peu la même chose. Grosse zone de valeur ici au-dessus des 32, et bon, on a de la zone de valeur bien évidemment à 29 et 28, mais pour le moment, le marché, résiduellement, si ces gens-là n'ont pas pris profit, ce qu'éventuellement le funding est d'une certaine manière en train de nous dire, gentiment, mais c'est pas énorme, mais gentiment, et bien du coup on aura plutôt un sentiment qui viendra prendre la liquidité haussière. Sur Ethereum, attention, parce que là on est en train de voir que pour le coup on est un petit peu plus longué sur les 12 dernières heures. Si on regarde la 7 jours sur Ethereum,
Pour le coup, c'est encourageant, on a la même chose depuis hier, on est passé dans le jaune ici au-delà des 2000, et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, les 2000 est un prix psychologique important, mais je pense que ça reste une formalité à ce stade que de passer les 2000. Si on passe les 2000, on ira plutôt en ligne droite aux 2100 sur Ethereum, en tout cas c'est mon avis, c'est ce que je pense. Et sur la 1 mois, on voit très nettement qu'Ethereum a quelque chose à faire au-delà des 2100, même si je regarde moins la 1 mois que la 1 semaine, parce que c'est assez rare que les gens restent sur des leviers forts sur de la 1 mois. On va retourner ici sur le prix du Bitcoin, on va faire les petites timeframes et on va faire une conclusion de cette vidéo. Alors, on revient ici sur, oui, le spot Binance, c'est bien. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on a sur cette petite structure 1 heure? Eh bien, on a soit effectivement un flag retest qui a cassé, c'est-à-dire, vous le voyez ici, le flag il est là, et le retest il a lieu ici, il y en a même deux, il y en a un premier ici et un deuxième là, donc du coup on a bien sorti les longues sur cette structure, ça voudrait dire qu'à ce stade, on peut très bien ici maintenant venir prendre les 31,4, ce qui serait mon scénario privilégié, et c'est le cas depuis déjà un certain moment. Les niveaux qui tiennent, vous les voyez, la structure en 1 heure, vous voyez que pour l'instant elle reste haussière, tant qu'on perd pas ce niveau-là, donc les 31,2, eh ben on reste haussier. Si on tient cette 1 heure-là, c'est plutôt propre. Si on revient la visiter, c'est plutôt propre. Et on a ce niveau 4 heures qui avait été dépassé et qui, à ce stade-là, est retesté. Est-ce que ça va nous donner la fameuse réaction qu'on attend pour éventuellement venir prendre la liquidité entre 31,4 et 31,8, je dirais? Pourquoi pas. Et ici sur la 15 minutes, attention à ce double top ici, il va falloir que la structure ici se reprenne un petit peu. Ce genre de double top, ce genre de structure est plutôt encourageante si jamais elle ne casse pas en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici on rajoute du short, vous le comprenez, ici là on est en train de rajouter du short à toute la structure précédente qui s'était quand même pas trop mal nettoyée. Ici, d'accord? Ici, on a eu une prise de liquidité de ça et de ça, en théorie au moins sur les gros leviers, d'accord? Ici, ce qu'on voudrait nettoyer dorénavant, c'est ça, ça et ça, d'accord? Et ça, bien évidemment. Donc, à ce stade, voilà, ce que peut nous dire ici la structure, c'est que on a une jolie cuvette de retournement, éventuellement peut-être même une petite tasséance ici. Moi, j'aime bien quand la hanse s'enfonce un peu plus, quand elle vient autour des... entre 38 et 50%. Ici, on voit que c'est pas le cas. On a quelque chose qui est plutôt autour des 20%. Cela dit, si ce niveau-là tient, on ne va pas construire ce double top en 15 minutes. Double top en 15 minutes, il est ici. La ligne de coup, elle est là. C'est très exactement le niveau 4 heures que je vous ai montré tout à l'heure. Pour le moment, il a été retesté par 2 fois. Attention qu'on ne vienne pas le remarteler et repasser en dessous. Faute de quoi, on pourra dire éventuellement qu'on va vers une correction un peu plus... longue, un peu plus longue dans le temps, qui aurait une target, et je vous le rappelle, en général ces targets sont atteintes à peu près 40% du temps. Sur un double top, c'est pas une extrêmement bonne figure chartiste. 31 300 comme target. Alors, est-ce que c'est le moment de shorter ou pas? Ça vous appartient. Il y a des rejets ici, il y a des choses qui se passent, etc. C'est quelque chose qui vous appartient. Pour moi, personnellement, ça serait pas la direction préférentielle que je choisirais dans cette zone. Et j'aurais plutôt ici tendance à donner raison au fait qu'on a complètement défoncé ici cette 4 heures. Si ça tient, et ça serait un plutôt bon signal, 31,8, donc ça veut dire ne pas clôturer une bougie en time frame 4 heures, le corps entier d'une bougie, donc ouverture et clôture en dessous de ce niveau 4 heures, auquel cas à ce moment-là, on perdra cette fameuse 4 heures. À ce moment-là, c'est plutôt encourageant. Et je vous ai montré les niveaux en daily qui seraient intéressants de tenir à ce stade. Sur la 5 minutes, si on va voir ici... on voit pour l'instant que la toute petite structure ici en 15 minutes est peut-être en train de repasser haussière sur ce fameux niveau, c'est-à-dire vous le voyez ici on a du coup un triple bottom, mais en l'occurrence ici un double bottom, avec sa ligne de coup qui elle est ici. Je vais essayer d'agrandir un peu pour que tout le monde voit un peu mieux, et là vous voyez qu'on est vraiment sur des potentielles idées de... Excusez-moi. On va faire comme ça. Des potentielles idées plus de scalping ou de toute petite time frame. Si à ce stade on arrive à s'affranchir, je dirais, du prix actuel, mais vraiment avec force, donc comme ceci, et bien à ce moment-là, on continue sur une structure qui elle-même est haussière. Celui qui est scalper pourra noter cette trend ici en 5 minutes, comme ceci.
et se dire que bon, éventuellement, si vous scalpez, et c'est plutôt une bonne chose à faire, si vous avez réussi à rentrer au retest de ce point-là, en vous disant que la 4 heures allait tenir, vous comprenez que c'est ça l'idée du scalping, c'est de noter des niveaux et éventuellement se dire, bah là, ce niveau-là, je pense qu'il peut tenir. Et à ce stade, si vous êtes rentré dans donc ce scalp de 31,8 à 31,2, bah, prise de profit partiel. Et si jamais on arrive à partir au-dessus, vous avez deux choses différentes que vous pouvez faire. Soit vous bougez votre stop loss le long de cette structure en 5 minutes. Sous-entendu, votre stop loss est évolutif et il augmente comme ceci, ce qui vous permettra petit à petit de grignoter du gain, même si le prix se retourne. Et vous pouvez éventuellement, ici à ce stade, encore une fois, la bonne time frame pour le bon trade. Vous avez fait une entrée dans cette zone-là. C'est un double bottom. On touche les double bottom, les targets de double bottom en général sur... je crois que c'est 73% des cas ou 78, je sais plus. Et ici, ça voudrait dire qu'on viendrait toucher cette target qui est autour des 31,2 avec une attaque de ce pic-là. Le pic qui devrait être attaqué, c'est celui-là. Vous voyez ici qu'on a délivré assez fortement dans cette zone. Donc ça aurait du sens de redélivrer à nouveau assez vite. Et voilà, ce genre de scalp est tout à fait intéressant à prendre. Encore une fois, vous avez ici diverses manières de le prendre. Soit TP partiel assez violent sur le point actuel, si vous étiez rentré là par exemple. Sous-entendu, même si on revient prendre votre stop loss, le trade sera rentable dans tous les cas. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien laisser respirer mes trades. Ou alors, tout simplement, vous suivez la 5 minutes. Vous suivez la 5 minutes au fur et à mesure qu'on augmente ici. Et puis, au bout d'un moment, le prix se retournera parce qu'il viendra obéir à une time frame plus importante, revenir tester peut-être la 15 minutes qu'on avait mise en avant ici, par exemple. Et là, votre stop loss sera pris. Ce type de technique où vous faites évoluer votre stop loss sous-entend une disponibilité devant les écrans beaucoup plus importante par rapport à cette idée de... déjà marquer un point de TP au moment où vous rentrez dans le trade, et du coup là ce point est pris, et derrière laisser respirer. C'est pour ça que moi j'ai tendance à pas forcément rester keblo devant l'écran extrêmement longtemps. Voilà, j'aime bien ici laisser juste respirer mes trades et les laisser se faire tout seul. Encore une fois, tout ça est une histoire de psychologie. On pourrait très bien ici revenir tester ce bottom également, revenir tester la 15 minutes. C'est pour ça que vous devez avoir pris un TP partiel ici. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, vous n'avez pas bougé votre stop loss et du coup, le prix peut repartir et revenir retester encore une fois la ligne verte que vous voyez en dessous. Bref, on va pas ici non plus faire 3 heures de price action. L'idée c'était de vous montrer comment on peut descendre dans les time frames pour éventuellement changer de calibre. L'idée c'est de prendre le bon flingue pour avoir la bonne target, la bonne cible. Vous n'allez pas shooter un papillon au bazooka. Donc ici, utilisez les UT qui vous intéressent pour trader et les tendances, les niveaux, etc. qui vous intéressent pour trader, pour pouvoir aller dans vos trades. Si vous voulez après laisser courir des runners, donc une partie de ce scalp pour aller chercher plus haut, c'est pas du tout un problème. Mais si vous allez essayer de trouver des structures de retournement dans des petites time frames pour aller chercher les targets de grosses time frames, j'entends ici par exemple les 31,4, vous risquez de vous casser les dents en termes de rentabilité sur le long terme, tout simplement parce que là, vous le voyez, là, ici la time frame c'est pas la bonne. Globalement, vous le voyez même, on pourrait être dans un range ici, vous le voyez, tac, ce double top peut éventuellement être testé, repoussé, ainsi de suite, etc. Et donc du coup, utilisez encore une fois le bon calibre pour la bonne unité de temps. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Donc pouce bleu et puis éventuellement vous abonner, activer la cloche de notification et par là même venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour, elle sera, est-ce que vous aimez les montres ? Personnellement, j'ai jamais de montre, j'aime pas ça, pour moi c'est un truc qui me gêne au poignet, etc. Et puis maintenant avec les téléphones, voilà. Voilà, la question du jour, elle sera, est-ce que vous êtes fan de montres, de belles montres par exemple ? Je comprends aussi que les montres peuvent être éventuellement une réserve de valeur. Je crois qu'une Rolex a à peu près le même prix un peu partout dans le monde. C'est ça qui fait que éventuellement, si vous vous faites kidnapper, vous pourrez filer votre Rolex à quelqu'un de manière à pouvoir vous en sortir, un petit peu comme cette idée qu'une bague, un bracelet, une gourmette peuvent un jour vous sauver la vie. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.